toujours sous la houlette de Madame Wada, chef de division secteur privé à la BAD, voilà, qui est parmi nous. Prenez place, s'il vous plaît. On va commencer tout de suite. Donc, le troisième projet PPP. Madame Wada, il nous vient du Sénégal. Voilà. Et c'est le projet d'autoroute de Dakar. Et je suppose que vous avez deux invités que vous allez nous présenter, qui sont là. Bienvenue parmi nous, messieurs, dames. Bonjour. Installez-vous. Rebonjour. Prière de rejoindre vos sièges, s'il vous plaît. On va démarrer tout de suite la présentation de ce projet. Madame. Okay. For this session, we are going to present two projects. The first one is what we call one of our star projects, our star PPP projects in the transport sector. The Dakar-Diamniadio is a toll road between Dakar, the capital city of Senegal, and a new city called Diamniadio in the outskirts of the city of Dakar. This is one of the first PPP projects that the bank has financed, and I think it is one of the first PPP projects in sub-Saharan Africa in the road sector. So without further ado, I will introduce the panel who are going to talk on this project. So we have Madame Mam Faïse Moundao. Elle est ingénieure financière, spécialiste en modélisation économique et financière et gestion de projet. Elle capitalise 15 années d'expérience au sein de l'APIX. L'APIX, c'est l'agence d'exécution de ce grand projet pour la promotion de l'investissement et des grands travaux au Sénégal. Madame Dao a assuré le suivi du contrat de concession de l'autoroute depuis sa signature. Ancienne directrice des concessions et conventions, elle occupe depuis le début du mois le poste de directeur du contrôle de gestion. Bienvenue, Madame. Ensuite, on a M. Ousmane Arem Koudiaby, ingénieur polytechnique, pont et chaussée. Il a débuté sa carrière dans les études et le suivi de la deuxième phase de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio 2. Capitalise 13 années dans les grands projets de transport de l'État sénégalais. Il a rejoint l'APIX dans le cadre du suivi du projet de train express régional de Dakar et il est aujourd'hui le directeur des concessions et conventions en charge notamment des PPP au sein de l'APIX. Bienvenue, Monsieur Koudiaby. So I invite Madame Dao to make a presentation of the Dakar-Diamniadio. Thank you. Bonjour, chers participants. APIX est honoré de prendre part à ce séminaire sur les partenariats publics-privés en Afrique du Nord pour une croissance durable et inclusive. Les PPP constituent un levier puissant pour financer les infrastructures, surtout dans un contexte de contraintes budgétaires et de déficit d'infrastructures. Depuis quelques années, à travers des programmes de stratégie, des plans d'action prioritaires sont définis, dont certains projets sont envisagés d'être réalisés en mode PPP, à l'image du projet autoroute à péage, qui est aujourd'hui considéré comme un modèle de PPP réussi. Donc, nous allons vous présenter le modèle autoroute
Nous allons voir un peu le projet autoroute. Il y a 4 grands points. Le projet autoroute, la présentation du projet, l'autoroute aujourd'hui, parce que c'est une concession sur 30 ans. Donc aujourd'hui, par rapport à l'environnement, comment ça évolue, les perspectives de PPP au Sénégal. Donc le projet autoroute, c'est un projet modèle. C'est l'une des premières autoroutes à péage en Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud bien sûr, nominée par la Banque mondiale à Washington parmi les projets les plus innovateurs, primé aussi par le secrétaire général du NEPAD et inscrit à l'ordre du jour des principales rencontres sur les PPP à travers le monde, comme aujourd'hui. Plus vaste opération de déplacement involontaire de population en Afrique menée sans trouble majeur. L'autoroute est un projet ambitieux, un projet intégré qui regroupe beaucoup de dimensions. À travers les aspects techniques, il y a la prise en charge des aspects sociaux et environnementaux, des travaux réalisés sous trafic, une stratégie de financement en PPP, un engagement très fort de l'État du Sénégal et de ses bailleurs de fonds, avec la mobilisation d'importantes ressources financières, la mise en place d'un cadre légal, réglementaire et institutionnel, et la participation de plusieurs bailleurs. Le contexte. Donc, le projet autoroute, c'est dans Dakar, qui est la capitale du Sénégal. Une situation très critique qu'on a notée à Dakar, avant l'autoroute. Donc, il y avait un déséquilibre territorial déjà, démographique et économique. Dakar, qui occupe seulement 0,3% du territoire, mais avec 25% de la population, qui reçoit plus de 150 à 200 habitants par an, 80% de l'activité économique, 60% du PIB, mais malheureusement, sur seulement 30 km, il faut faire 4 heures de temps pour entrer ou sortir de Dakar. Un paradoxe. Le Sénégal, qui est considéré comme la porte de l'Afrique vers l'océan Atlantique, reste enclavé. En 1978, on avait 10 000 véhicules par jour. En 2009, 100 000 véhicules par jour. Des coûts de construction qu'on a évalués. Donc en 1978, on avait estimé à 20 milliards. Mais en 2009, ça a passé à 180. Parce qu'avec la forte population, les habitations qui s'installent, les coûts liés au déplacement, on s'est retrouvé à une évaluation de 180 milliards. Donc il fallait faire le projet. Objectif, d'abord, de résoudre une situation critique de mobilité urbaine, de réaliser aussi une liaison rapide entre Dakar et le reste du territoire. Donc le projet a été conçu sur la base d'études complètes et conformes aux normes internationales. Il y avait des études de faisabilité technique et économique, une analyse financière et l'élaboration d'un dossier d'appel d'offres ajusté, adapté au contrat PPP, des études de trafic et d'enquête d'acceptabilité de péage, évaluation environnementale et sociale, et un cadre de politique de réinstallation. Donc, le phasage du projet, on a choisi un tracé optimal sur la base des résultats des études. Donc, dans un premier temps, il y avait la première phase avec 2 sections de Maliksi à Padoua, de Padoua à Pikine. Ensuite, on a fait Pikine-Keur Massar-Diamniadio et le prolongement de l'autoroute jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne. Les composantes. Il y avait 4 principales composantes. La composante A, pour tout ce qui est travaux autoroutiers. La composante B, la libération des emprises, la construction d'une zone de recasement à Tivaouane-Peulh et la fermeture de la décharge de Mbebes et de l'aménagement de la forêt classée de Mbao. Parce que le projet passe dans la forêt de Mbao qui divise la forêt en 2 et en termes de compensation, il fallait des mesures environnementales. La composante C, la restructuration du quartier de Pikine Sud qui va profiter à 200 habitants du quartier qui étaient vraiment sous les eaux et qu'il fallait déplacer. Et la composante D pour tout ce qui était suivi et gestion de l'exécution du projet.
Le modèle économique. Donc, le modèle économique de l'autoroute, c'est un projet PPP conçu avec revenu usager, une concession sur 30 ans, des prévisions de recettes sur la base d'une étude de trafic, un risque de trafic supporté par le privé, la mise en place d'une subvention d'investissement par l'État du Sénégal, le choix de l'opérateur privé FH après un appel d'offres international et la signature d'une convention de concession, de financement, de construction, d'exploitation et d'entretien de l'autoroute. La création aussi d'une société de projet, Senac SA, qui est devenue CKSA et qui assure les prestations d'exploitation. La structure du financement. Donc, par chaque phase et chaque composante, nous avons les coûts, un coût total de 180 milliards. L'État, qui a contribué à hauteur de 60%, la Banque mondiale, l'AFD, la BAD et le privé FH avec les bureaux privés, ces prêteurs privés qui l'ont accompagné. Donc, pour le financement privé de FH, on voit bien, il y a l'AFC, la CBAO, la BAD, la BOAD qui ont bien accompagné le privé. Et en fonds propres, nous avons les 20,8 milliards. Pour la phase du prolongement de l'autoroute, parce qu'initialement, l'autoroute était conçue jusqu'à Diamniadio, et après, avec l'aéroport qu'on a déplacé, il fallait vraiment prolonger l'autoroute jusqu'à l'aéroport et prendre en charge le besoin des nouveaux quartiers qui se sont installés. Avec l'autoroute, les quartiers environnants ont vu beaucoup de monde qui se sont installés et le besoin vraiment s'est présenté de prolonger l'autoroute. Et là, il y a l'État qui a contribué à hauteur de 70% grâce à l'AFD qui a financé à 100% la subvention. Il y a le privé aussi, FH, avec ses prêteurs privés qui ont globalement contribué à hauteur de 19,7 milliards. Le cadre juridique. En 2004, pour lancer ce projet PPP, avant même le lancement du projet, parce qu'on est déjà en 2004, il y avait un contrat qui était lié au contrat CET, pour tous les projets CET. Cette loi-là a eu une évolution avec l'institution du Conseil des infrastructures pour un peu accompagner la mise en place de ces PPP. En 2007, il y a eu un décret qui fixe le contenu des contrats CET, parce qu'il y a l'idée de projet autoroute qui a démarré et il fallait mettre les bases de mise en œuvre de ce projet. La loi 2014 qui est venue pour renforcer 10 ans après, pour mieux affiner le dispositif institutionnel qui est dédié à l'encadrement des contrats de partenariat, à l'image de l'autoroute qu'il fallait réaliser. Il y a le décret d'application des PPP pour les collectivités locales, le code des marchés publics et le régime foncier national. Là, c'était à la phase avant la réalisation du projet, donc c'était l'environnement juridique. Le cadre légal, donc en phase préparation, nous avons l'APIX que nous représentons, l'agence d'exécution des grands travaux qui a conduit la supervision du projet autoroute. Donc, le rôle de l'APIX, c'était de définir le projet, la sélection des consultants, les études de faisabilité et les études de faisabilité également. Il y a eu le comité de pilotage qui identifie les actions à mener, formuler des avis, superviser et coordonner la réalisation des tâches et faciliter aussi et accompagner la mise en œuvre des grands projets. En phase supervision, nous avons le conseil interministériel qui coordonnait. Il y avait aussi le conseil présidentiel de l'investissement pour le suivi de la mise en œuvre des grands projets de l'État du Sénégal. Quelques dates clés, donc pour la première phase, à travers le contrat initial, le projet a été réalisé en 44 mois, la date d'entrée en vigueur 2009 et la mise en service complète le 1er août 2013.
Pour la phase complémentaire, c'était en 29 mois, qui a démarré en 2014 et qui a été mise en service complète en 2016. Et on n'a pas noté de retard par rapport au délai d'exécution. Le privé a respecté les délais. Un contrat renégocié, ce qui s'est passé en 2009, avec le contexte qui a changé, parce que Diamniadio, les zones traversées par l'autoroute, c'était des zones rurales. Il n'y avait pas beaucoup d'habitations. Donc les études de trafic n'avaient pas pris en compte l'évolution de Diamniadio. Il y a le pôle avec le changement de régime, l'arrivée de Macky Sall. Diamniadio est devenu un pôle vraiment d'affaires, d'attractivité. Donc on a installé beaucoup d'infrastructures et les gens se sont installés vers Diamniadio. Et le trafic a bouleversé. Donc il fallait vraiment renégocier le contrat. L'État du Sénégal a recruté des cabinets internationaux qui ont un peu revu l'équilibre du contrat et on a noté des déséquilibres. Et l'État a invité FH à la table de renégociation pour vraiment revoir les conditions. Déjà, c'était un projet très critiqué qui se disait vraiment que ça ne profitait pas à l'État. Donc, ça ne profitait qu'au privé. Et c'était l'occasion aussi de voir, vu l'évolution du trafic, l'explosion de la rentabilité, de pouvoir renégocier ce contrat afin qu'il y ait l'équilibre. Donc, le 22 décembre 2021, les deux parties ont conclu un accord à travers un nouveau contrat appelé le contrat unique qui regroupait le contrat initial et le contrat complémentaire. Donc, 8 acquis majeurs. L'État est entré dans le capital parce que c'était déjà prévu par les dispositions du contrat complémentaire à hauteur de 25%. La réévaluation de la redevance domaniale, c'était bien prévu également par les dispositions du contrat. Donc, initialement, on avait un montant forfaitaire juste de 1 000 francs qui était symbolique. Donc, c'était le moment, lors de la renégociation, de pouvoir réévaluer. Le réajustement des clauses et échéances de partage des flux, qui étaient déjà dans les premiers contrats, mais qu'on ne pouvait pas activer du fait de beaucoup de contraintes qu'il fallait lever. Le plafonnement du tri cible à hauteur de 17%, le gel de l'indexation des tarifs pendant 5 ans, la réalisation de l'éclairage sur tout le linéaire, l'extension de la durée de la concession sur 5 ans. Vous avez vu tout à l'heure, on a mis 2044. Initialement, ça devait prendre fin en 2039. Avec les 5 ans de prolongement, donc on est passé en 2044. Il y a également la fusion et l'harmonisation des deux contrats. Par exemple, dans le contrat initial, pour déclencher le partage des fruits, il fallait se baser sur le chiffre d'affaires, alors que dans le contrat complémentaire, c'était l'excédent brut d'exploitation. Donc là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir harmoniser tous ces indicateurs. Donc l'autoroute aujourd'hui, c'est un programme, on a un programme d'investissement complémentaire qu'on appelle les ICAS, investissement complémentaire sur l'autoroute en service. Donc vous avez vu, il est prévu des travaux d'extension de voies, parce que c'est prévu dans le contrat, à un certain niveau de trafic, il faut extendre les voies. Il fallait aussi construire des bretelles, il faut également éclairer le reste de l'autoroute. Donc, ça existait déjà dans les 2 premiers contrats. Et là, on a un peu revu les dates de mise en service pour mieux adapter l'autoroute à son environnement. Parce que présentement, on note beaucoup de problèmes de congestion, surtout au niveau des sorties. Donc, c'est l'occasion d'élargir et de faire ces bretelles. En termes d'impact, initialement, avec même la BAD, dans les rapports d'évaluation préalable du projet, vous verrez qu'on avait comme impact, on avait demandé, on voulait que l'autoroute, que le temps de transport soit fortement réduit, parce ça devait passer de 90 minutes en 2008 à 30 minutes en 2014. Et je pense que ça s'est réalisé. Peut-être récemment, avec les problèmes de congestion, ça ralentit encore, mais on l'a atteint. L'indice de satisfaction des opérateurs économiques également. La construction de l'autoroute a vraiment permis aujourd'hui de booster l'activité économique, de
permettre aux gens qui étaient dans des zones un peu enclavées, un peu loin, de pouvoir prendre l'autoroute et de venir à Dakar pour mener leurs activités. Le cadre de vie des populations et des familles également est amélioré. On l'a vu parce qu'il y avait beaucoup de familles qui étaient sous les eaux et l'autoroute était vraiment une opportunité pour qu'elles soient relogées et être dans des conditions vraiment avantageuses, dans des zones bien aménagées avec toutes les conditions de confort. Donc aujourd'hui, par rapport à la satisfaction des usagers, chaque année, nous menons des enquêtes de satisfaction pour voir le niveau de service que l'opérateur est en train de mener, si les usagers sont satisfaits. Donc il y a les cartes rapido, il y a les espaces clients, les aires de service, les aires de repos, la signalisation, l'état de l'autoroute, le passage au péage, les conditions de circulation et les services de remorquage. Donc globalement, quand on analyse, on voit que le taux de satisfaction global évolue au fil des années. On est passé en 2019 de presque 59,9% à 82% en 2022. Maintenant, tout ce qu'on a mis en rouge, c'est ça qui pose problème, les conditions de circulation. Donc il faut vraiment régler les problèmes de congestion pour mieux satisfaire les usagers. Le passage au péage également, avec la technologie utilisée, parfois il y a des problèmes de lecture de cartes qui ralentit même, qui créent des files d'attente un peu longues. Donc ce sont des choses à corriger. Donc il y a un projet de modernisation qui, nous espérons, va nous permettre de régler le problème. Il y a le service de remorquage aussi que les usagers trouvent un peu cher. En termes de leçons apprises, nous pouvons dire aujourd'hui que le recours au PPP est un moyen efficace de rattraper le retard dans le domaine des infrastructures. Le cadre juridique et institutionnel spécifique au PPP est un préalable important au développement des PPP. Les procédures des bailleurs de fonds doivent s'adapter aux spécificités des PPP et l'information et la formation des acteurs et les enjeux des spécificités des PPP doivent être renforcés. Les opportunités de projets en PPP, particulièrement au niveau des opportunités locales, sont vraiment nombreuses. Donc, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires au Sénégal à travers aussi ces collectivités locales. La complexité du montage PPP, la durée et la procédure d'appel d'offres, ainsi que celle de la concession, impliquent le recours à une expertise avérée pour préserver l'intérêt général. Il est aussi important de revoir dans le contrat des principes de renégociation pour prendre en compte l'évolution des circonstances. L'information et la formation des intervenants également est important. L'expérience du projet autoroute doit servir à améliorer le dispositif institutionnel et législatif des PPP au Sénégal. Et je pense qu'on l'a fait avec la nouvelle loi PPP de 2021. Mon collaborateur va en parler. Sinon, en 10e point, on peut rajouter aussi, par rapport à l'urbanisation, donc ce qui se passe, pourquoi les coûts des projets sont chers au Sénégal, c'est parce que peut-être que c'était prévu dans les programmes d'aménagement, mais on ne respecte pas, on ne surveille pas. Donc les gens viennent s'installer de manière un peu désordonnée. Et au moment de réaliser les projets, ça implique des surcoûts. Je pense qu'en termes de leçons apprises, on a vu ça au Sénégal, donc il faut en tenir compte. Donc ce qui manque, peut-être par rapport à la rentabilité, aujourd'hui l'autoroute, on voit que notre autoroute est très rentable. Donc il y a le trafic qui a explosé, et en termes de chiffre d'affaires, vraiment aussi ça a explosé. Et aujourd'hui, ça impacte aussi sur les avantages, les flux que l'État reçoit. En 2009, par exemple, l'État avait reçu 6,9 milliards. En 2020, au titre des flux, l'État a reçu 14 milliards. Et cette année, l'État a reçu 17 milliards de recettes issues de la concession. Et au terme, d'ici un mois, peut-être qu'il va encore recevoir 3,6 milliards pour des dividendes. Donc l'activité d'exploitation est vraiment rentable. Je vais laisser la parole à mon collègue pour un peu vous parler des opportunités d'affaires en termes de PPP. Merci.
Alors, il reste 5 minutes dans la présentation. Ok. Vous avez 5 minutes donc, pour terminer cette présentation. Merci. Ok. Merci, Madame Daou, pour cette présentation sur l'autoroute de Dakar qui montre toute l'expérience du Sénégal dans le domaine du montage des PPP pour les grands travaux et pour les grands projets. Quant à moi, je m'en vais vous présenter les perspectives d'investissement en PPP au Sénégal. Alors, tout d'abord, pourquoi investir au Sénégal? Eh bien, c'est parce que le Sénégal, malgré les récents événements, est un pays stable. On dit souvent que le Sénégal is open for business. Et avec tout un ensemble d'indicateurs qui ont le vent en poupe, nous avons une croissance du PIB qui est au-dessus des moyennes dans les pays en développement. Nous avons également une économie très dynamique avec des ressources humaines de qualité, ayant toutes les compétences et toutes les qualifications nécessaires pour absorber le transfert de compétences, avec également des infrastructures structurantes, facilitant l'implantation de divers projets, de grands projets. Et de par sa position géographique, le Sénégal est une porte d'entrée pour le marché ouest-africain et une place d'affaires très dynamique et très attractive également. Et aujourd'hui, le cadre juridique et fiscal a beaucoup évolué depuis l'époque du lancement du projet de l'autoroute. Et aujourd'hui, afin de permettre d'attirer les investisseurs, notamment dans le cadre des PPP, avec une succession de lois, dont la dernière du 2 mars 2021, consacre la création d'une unité d'appui au PPP, en charge d'accompagner l'État et également les collectivités locales dans la mise en œuvre des PPP. Et depuis la création de cette unité, nous avons eu une 50aine de projets montés en PPP qui ont été revus par cette unité dans des domaines aussi variés que l'aménagement de zones économiques dont APEX a la charge, mais également dans des domaines tels que la santé, le tourisme, l'assainissement, l'immobilier public et bien sûr les infrastructures de transport public. Maintenant, je m'en vais faire un peu de publicité, si vous le permettez. Alors, APEX, dans son rôle de promotion des investissements au Sénégal, organise un forum de haut niveau qui est prévu le 6, 7 et 8 juillet prochain. Ce forum est intitulé le forum Invest in Sénégal. Il va permettre d'aider à résorber le gap dont on a dû en parler ce matin, à savoir le gap entre les besoins en investissement du Sénégal, en particulier dans les PPP, et l'accès aux capitaux privés, ainsi aux capitaux privés et institutionnels. Ainsi, chers fonds d'investissement qui sont dans la salle et partenaires institutionnels, vous êtes invités à participer à ce forum de haut niveau qui permettra de présenter toute une myriade de projets qui vont des grands projets structurants et jusqu'à des projets de dimension locale qui sont susceptibles de faire l'objet de PPP. Je vous remercie de votre attention et en conclusion, je répéterai ceci. Sénégal is open for business. Merci de votre attention. Merci à Monsieur Ousmane Arem Goudiaby et à Madame Mamfaye Semundao. Merci infiniment pour cette brillante présentation. Ça fait plaisir de voir un projet aussi structurant, un projet aussi intéressant. Madame Wada, on prendra quelques questions, si vous permettez. Si vous avez des remarques à faire, brièvement, sinon on prendra, c'est comme ça, à votre convenance. Donc, Just to add, like I mentioned in the beginning, this is one of the star PPP projects, success PPP projects in the sector in sub-Saharan Africa.
I just wanted to highlight the role that the bank and other DFIs have played in this transaction. So you see the group of DFIs that supported the first phase when it was really not so maybe attractive to the commercial banks, to the private sector. Once the project came into operation, like Madame Dow explained, the traffic and the revenues went up the roof, 80% more than what was budgeted. Now you have all the commercial lenders interested. And that's the role of a DFI. It's really to come in, put in the seed capital. When the revenues are coming and attractive, we open to allow the private sector. So it's a very important de-risking role that the DFIs have played to make this project a success, and we're very proud that the bank has contributed towards that. Thank you. Mrs. Wada. Alors, on va prendre quelques questions, bien évidemment des questions en relation avec la thématique, bien entendu. Alors, je commencerai avec monsieur qui est là-bas, et monsieur qui est là. Voilà, merci. Très brièvement, s'il vous plaît, on a beaucoup d'interventions, donc soyez très très bref pour qu'on donne la possibilité. On a encore une présentation à faire. Hein. Merci. Merci beaucoup. Moi, je me représente, c'est Mamoudou Alassane Camara, directeur général des infrastructures du Sénégal. Bienvenue parmi nous. Je voudrais profiter de cette prise de parole pour remercier la Banque africaine de développement de nous avoir associés à cette importante rencontre, ainsi que le gouvernement tunisien. Ce n'est pas une question, c'est peut-être juste un complément sur la problématique qui a amené à ce qu'on mette en œuvre ce projet important. D'abord dire qu'il y a une volonté politique très élevée pour la mise en œuvre de ce projet. S'il n'y avait pas ça, je pense qu'à ce jour, on ne parlerait pas de ce projet. Je pense que ceux qui ont vécu ce projet savent que le président Wade, à l'époque, a pesé de toute sa force pour qu'on mène ce projet. Ce n'était pas un projet qui, au départ, était soutenu. Ce qu'il faut dire, ce qui est important, que la volonté politique est extrêmement importante. L'autre aspect qu'il faut relever, c'est ce qui s'est passé à l'époque pour que ce projet soit mis en œuvre. Il y avait une congestion telle qu'à Dakar, on perdait plus de 108 milliards par an. Donc imaginez l'impact de cela à long terme si on n'avait pas mené ce projet-là. Donc l'État du Sénégal s'est engagé à dire, plutôt que de perdre 108 milliards, je vais mettre en œuvre un projet en apportant une subvention d'investissement extrêmement importante pour réduire le coût du péage et permettre aux populations d'accéder au projet. Ça a été aussi un facteur de réussite de ce projet. Je vous remercie. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais il y avait beaucoup de choses à développer pour aider à comprendre effectivement la structuration globale de ce projet, mais on en parlera prochainement. Alors, monsieur qui est à côté. J'ai le micro, monsieur. Pardon? J'ai le micro. Vous? J'ai la chance d'être près de lui et j'ai le micro. Ah, voilà. J'ajoute juste deux mots. C'est ce qu'on appelle une usurpation. Voilà. Voilà, donc au-delà de... Un détournement. Voilà, un kidnapping de micro. Mais qui est accepté, n'est-ce pas? Donc c'est M. Maïssimal, conseiller technique du directeur général de la Caisse de dépôt et consignation. Ravi. Je crois que c'est un projet novateur et qui vraiment mérite d'être dupliqué ailleurs. Aujourd'hui, au-delà du fait que la première tranche, si je me trompe, c'est Dakar à Diamniadio, il faut également signifier que le projet a connu une extension au-delà même de la région de Dakar et qui va dans les régions de l'intérieur du pays. Pour dire combien donc un tel projet atteint un partenariat PPP pour vraiment être bénéfique pour un pays. Merci. Merci à vous. Alors, monsieur, on va donner à monsieur, ensuite, monsieur qui est derrière, voilà. Monsieur qui est à côté, juste, ensuite par là. Oui, oui c'est juste par rapport à la thématique, rapidement. Joseph Nguessan, je suis le chef de la division en charge des infrastructures pour les régions Afrique centrale et Afrique du Nord de la Banque africaine de développement. Rapidement, juste dire, conformément à ce type de projet en termes d'autoroutes ou de voies urbaines qui sont mises à péage, souligner, pour les besoins naturellement des futurs concepteurs de projets, je dirais, qui traversent en zone urbaine, la notion de prise en compte et de calcul efficace du trafic. Vous avez vu dans le cadre de cette opération les renégociations du contrat
etc., résulte notamment d'une appréciation, je vais dire, un peu biaisée du trafic, et ça, c'est un facteur extrêmement important. Juste un autre cas de figure qui est arrivé également en Afrique de l'Ouest, c'est le cas du pont à péage, du troisième pont d'Abidjan, qui a été également victime de cette question de trafic. À ce niveau précis, le groupe WIC, qui était le concessionnaire, a inséré dans la convention de concession une garantie de trafic. Le trafic initial, sur la base duquel tous les calculs financiers avaient été faits, ils ont estimé que si ce trafic n'est pas atteint, le cas qui reste, l'État de Côte d'Ivoire leur paye ça. Parce que comme étant une autoroute urbaine, il y a d'autres voies qui permettent de contourner le pont. Et donc qui ne permettent pas, je veux dire, d'assurer. Et ça, c'est un facteur qui est extrêmement important. Parce que j'en discutais il y a quelques jours avec le directeur général des ponts et chaussées de la Tunisie ici, qui est notre principal interlocuteur dans le domaine de la conception et de la réalisation des projets. Il est envisagé notamment la contournance, la grande voie de contournement de la ville de Tunis, qui est envisagée notamment en mode PPP. Donc ça, je pense que ce type de projet est véritablement quelque chose d'extrêmement fondamental au cours desquels on peut véritablement tirer des leçons. Merci. Monsieur qui est juste à côté de vous, ensuite monsieur qui est là. Soyez bref, s'il vous plaît. Merci. Merci, Mohamed Emin Sdiri de Jade Advisory. Donc, ma question pour les représentants de l'APIX porte sur comment vous départagez les rôles entre vous et l'UNAP. Est-ce qu'il y a des projets qui vont sous l'autorité directe de l'APIX, d'autres vers l'UNAP? On sait que l'UNAP, c'est assez récent, etc. J'ai eu la chance de les visiter l'année dernière. Mais il y a une perception que l'APIX prend toujours le lead sur des projets d'infra d'envergure. Donc, je souhaite juste comprendre comment ça fonctionne. Merci. Monsieur qui est juste à côté de vous, oui. Merci aux représentants de l'APIX pour cette présentation très concrète et très intéressante. J'ai deux questions. La première concerne la renégociation qui a eu lieu en 2021. Comme l'a dit M. Nguessan, les questions de renégociation sont toujours... Pardon, je suis Olivier Pognon, le directeur de la Facilité africaine de soutien juridique. Bienvenue parmi nous. Merci. Les renégociations sont toujours des processus un peu délicats et peuvent, selon la manière dont ils se déroulent, soit bien se passer ou alors éroder un peu la confiance de l'investisseur en question ou des investisseurs de manière générale. Donc j'aimerais savoir, première question, pourquoi les facteurs qui ont entraîné la renégociation, finalement, n'ont pas pu être anticipés en amont pour pouvoir éviter que cette étape n'arrive. Et la deuxième question, c'est vous avez montré tous les bénéfices que le gouvernement a tirés de ce processus de renégociation, mais quels ont été les avantages qui ont été concédés à la partie privée? Merci. Merci. Alors, je termine avec une question par ici. Et je donne la parole à Madame Wada, au panéliste aussi pour répondre. Et on bascule parce que nous avons pris énormément de retard sur le dernier projet, s'il vous plaît. Oui. Ça a marché. Oui. Donc mon nom c'est Riyad Mekhalifa, je suis expert et conseiller en PPP auprès de la Banque mondiale, BAD, mais un ancien de chez FH. Et j'étais de l'autre côté, donc je me disais d'abord j'étais réjoui de voir que c'était un projet qui était présenté comme étant un projet à succès. Et c'est toujours intéressant et c'est un motif de fierté, autant pour vous que pour moi, ayant fait partie de ce projet, de voir aujourd'hui que c'est un projet qui était présenté dans des colloques comme un projet à succès. Je voudrais insister sur un point, parce que c'était juste un point, je me disais, il fallait que j'aille. Je vous en prie, allez-y. Un, c'était que effectivement, c'était une collaboration d'une excellente qualité avec l'équipe à côté et la volonté politique, on l'a perçue. L'ancienne directrice Amina Tanyan et Karim Ouad, et donc on sentait vraiment qu'il y avait cet attachement pour lancer le projet, et ça, c'est un facteur de succès. Aussi, je voudrais dire qu'on avait insisté, on avait fait tout notre possible pour qu'il y ait une transmission de savoir intense. Et ça, peut-être, qui n'est pas ressorti, là, je voudrais le dire, c'est-à-dire que tout le staff, y compris les directeurs, il y avait un seul directeur qui était venu de France, parce qu'on avait l'exploitation autoroutière, donc il venait des autoroutes Paris-Rhône qui étaient en France,
Et l'ensemble de l'effectif a été recruté, formé sur place, sur 2 ans avec un appui téléphonique à distance à un moment, tout ça. Donc il y avait eu ce facteur humain et je crois que quand on arrive à établir, et c'est je pense le message principal, quand on arrive à travailler comme ça, main dans la main, dans un esprit vraiment de collaboration, effectivement il y a des problèmes et je pense que la renégociation a résolu un certain nombre de soucis concernant l'équilibre du contrat, mais à la base, je crois que c'est un travail excellent qui a été mené entre les 2 parties et je renouvelle mon plaisir de voir aujourd'hui qu'effectivement les conséquences et les résultats sont extrêmement intéressants. Merci, Si Ben Khalifa. Alors, on va donner quelques minutes pour répondre aux questions qui vous ont été posées. Alors, pour répondre un peu à la question concernant les différents rôles entre l'APIX et l'unité d'appui au PPP, en fait, à la création de l'UNAP, nous on l'appelle communément l'UNAP, à la création de l'UNAP, en fait, l'UNAP a un rôle consultatif et de conseil concernant le montage des PPP. C'est-à-dire que quand on a un projet en PPP, on monte le projet et l'UNAP donne un avis en consultatif et en conseil sur l'ensemble des articles, notamment juridiques et financiers, et également sur le montage et la participation de l'État dans ce projet-là. Mais c'est APIX en fait qui monte le projet avec le partenaire et pour après passer en avis au niveau des différentes structures de l'État. Merci. Donc pour la question par rapport à la renégociation, pourquoi on n'avait pas anticipé? Vous savez, ce n'est pas facile de monter un projet. Donc les études de trafic, c'est sur la base des éléments qu'on a. Donc avant ce qu'on avait, on avait un gouvernement qui avait sa politique et peut-être que dans sa stratégie, il n'était pas prévu que Diamniadio soit aujourd'hui ce que Diamniadio est. Donc il y a eu un changement de régime qui a une autre vision par rapport à la ville de Diamniadio. Il y a les sphères ministérielles qu'on a installées là-bas. Il y a beaucoup d'activités économiques qui sont là-bas. Centre conférence Abdou Diouf. Et tout ça, ça a contribué à un bouleversement de l'environnement qui a contribué au bouleversement aussi du trafic. Donc, vous savez, en général, dans les contrats de longue durée, on met tout le temps des clauses. Il est recommandé de mettre des clauses qui permettent de renégocier. Parce que ce qui va se passer demain, c'est très difficile. Ce n'est que des prévisions pour les projets. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette possibilité de pouvoir s'asseoir et de renégocier. Et c'est ce qu'on a fait. Par rapport aux avantages tirés par les parties pour la renégociation, pour l'État du Sénégal, c'est clair. Donc, vous avez vu, je vous ai dit qu'en 2009, on avait 6,9 milliards en termes de flux reçus de la concession. Et juste après la renégociation, l'État a reçu 14 milliards. Donc, en termes d'impact financier, c'est énorme. Cette année, on est à 17 milliards pour le moment. Et on peut recevoir 3,6 milliards additionnels en termes de dividendes. Pour le privé a aussi tiré avantage. Parce que, à travers cette renégociation, l'État a pu réconcilier le titulaire avec les populations qui n'avaient pas une bonne vision de FH. Ils se disaient FH est là, FH prend nos ressources, c'est déséquilibré. Le trafic, parce que les gens sont informés, le trafic a bouleversé. Donc, ce que l'État a fait, c'est très bien. Et FH aussi en tire profit parce qu'elle évolue dans un environnement mieux stable où elle est en sécurité. Donc, je pense qu'elle a bien tiré parti de ça. Parce qu'en termes d'avantages, ce n'est pas uniquement l'aspect financier, même si on est investisseur, parfois la stabilité aussi est importante. Donc, en termes de partage d'expérience, de transfert de technologie également, on ne l'a pas dit, mais je pense que c'est à saluer. Voilà, on vous remercie beaucoup, Madame Dao et Monsieur Goudiaby.
Voilà, l'autoroute de Dakar. Merci beaucoup, Madame Wada. Il nous reste donc un projet à présenter. Je sais que vous êtes fatigués, mais on va quand même donc rester pour ce projet aussi. Donc vous allez nous le présenter et inviter ceux qui vont se produire pour présenter ce projet-là. On va saluer Madame Dao, on va saluer Monsieur Goudiaby. Voilà, merci beaucoup, bravo. Et je vous cède la parole, Madame Wada. Thank you so much. Just a few points I wanted. Hello. Just wanted to highlight, just on the last project that was introduced, that the bank that following the project Dakar Jamniadio and the successes that we have learned from it, lessons that we have learned from it. You've seen the HKB, which is the Pont Henri Konan Bédié in Côte d'Ivoire, and right now we're looking at 3 or 4 other PPP toll roads in the continent. So it really shows Dakar Jamniadio being a good case study that most of these projects are also referencing. I would suggest to Maimuna actually and the bank team that in our next PPP forum, we take an opportunity to present the products, the financing products that the bank can deploy in terms of de-risking and providing credit enhancements to transactions. So both in terms of loans and guarantees, where we can help to get loan extensions, loan tenor extensions, helping the local financial market to also participate in projects. Without further ado, we're going to move to the next project, which is the Port de Bizerte. And before me, I have 3 gentlemen representing CETEC International, Regis Hello, Borhen Zaoud Hadi, and Mohamed Amin Sidri. Over to you, gentlemen. Thank you. Bonjour, merci aux organisateurs pour cette tribune. Donc, moi, je m'appelle Borhen Dawadi, je suis directeur de développement chez CETEC Inter. Et à côté, il y a Régis et Amine, donc, qui font partie de l'équipe du projet. Alors, je vais vous parler d'une petite histoire. C'est très bien d'avoir mis ce projet en tant que success story, mais ce n'est que la moitié de l'histoire, il faut le dire, parce que c'est un projet qui est né d'une réglementation qu'on trouve très innovante, qui a été faite par l'IGPP tunisienne, qui est en 2021, en tout cas on a entendu parler de cette nouvelle réglementation qui dit un truc qui est très simple, une offre spontanée en PPP qui n'engage pas l'État financièrement pourrait être signée de gré à gré, et si jamais on décide de la relancer en appel d'offres, on est présélectionné d'office et on a jusqu'à 20% de bonus, c'est-à-dire il faut être très mauvais pour perdre. Donc pour nous, bureau d'études et architectes, on s'est dit tiens, on va essayer d'essuyer les plâtres de cette réglementation, et quasiment une semaine, 15 jours après, parce qu'on s'est préparé, hein, on sait qu'elle allait sortir, donc on s'est préparé une semaine, 15 jours après, on a déposé la première offre spontanée, une des premières offres spontanées, on va dire, pour un projet PPP, concession, bancable, rentable, qui n'engage pas l'État financièrement et qui s'autofinance de lui-même. Donc, je vais essayer de passer au slide d'après. Alors, avant de démarrer, je vous fais un petit clin d'œil à l'OMMP avec l'ensemble des 7 ports tunisiens, donc qui sont sur l'ensemble de la côte tunisienne, qui fait à peu près un peu plus de 1200 km de côte. Donc, et nous, on est sur le port le plus au nord du pays et le port le plus septentrional du continent, également africain. Donc l'idée de base sort du catalogue national des PPP élaboré par l'IGPP en 2018 dans le cadre du Forum international des partenariats publics-privés Tunisie à 2020, avec un bout de terminal au niveau de la rive sud du canal de Bizerte. Alors pareil, ce projet-là rentre dans le cadre du développement d'un ensemble de catalogues de PPP en Tunisie, donc sur l'ensemble des régions. Et en l'occurrence, il rentre également dans le catalogue de la région de Bizerte qui a été commandité par la Chambre de commerce, d'industrie et de commerce Nord-Ouest. Donc on va parler d'un projet qui rentre à la fois dans le cadre national, mais aussi qui a été acté sur le plan régional.
Donc, on a préparé les 4 tomes nécessaires pour pouvoir déposer le projet et on a obtenu un accord de principe fin 2022, après plusieurs tractations. Alors, c'est différent comme démarche parce que ce n'est pas un investisseur qui est venu porter un projet, c'est des bureaux d'études, c'est des architectes qui se sont réunis, ils ont monté un groupement. On a récupéré des lettres de manifestation d'intérêt d'opérateurs portuaires, de logisticiens, d'investisseurs et également d'opérateurs de services au niveau des ports, de gestionnaires de ports. Et avec ça, on a déposé justement cette offre spontanée sur Bizert. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bizert, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'extrême nord de la Tunisie, mais c'est une ville qui est divisée en deux, rive sud du canal et rive nord du canal, ce qu'on voit en haut. Il y a le lac de Bizert, qui est un lac connecté à la mer, c'est-à-dire un lac navigable également, et il y a un port également au fond du lac. Alors, la particularité de notre projet, c'est qu'on voit sur cette image, prise il y a quelques jours de Bizert, donc on voit très bien comment la ville est scindée en deux. On voit le départ de l'autoroute là-bas, au fond de l'image, et on voit le pont mobile qui est quand même un vrai frein également au développement du port de Bizert. Donc le terminal Roupax de Bizert se trouve en amont du port, donc c'est un avantage très important, et il est donc directement, donc on éviterait éventuellement les attentes en rade et autre chose. Donc sachant qu'également le port, il est amené également à évoluer au centre-ville et peut-être un jour à basculer sur d'autres types d'activités et que la ville reprenne ses emprises également d'un autre côté. Donc ça, c'est l'emprise de notre projet tel qu'on l'a conçu. Donc pour donner à peu près, pour arriver à la fin à cette conception qui démontre en fait c'est réellement un projet urbain dans lequel on vient apporter et on vient amener une emprise portuaire et une activité économique pour justement rendre ce projet faisable. Donc les chiffres clés, c'est un peu plus de 200 millions d'euros d'investissement. Quand je dis phase 1, phase 2, c'est partie portuaire et partie composante immobilière également. Il y a un terminal cruise également qui est possible sur ce projet-là. 30 ans de concession avec une vingtaine d'années supplémentaires d'après la loi. 16 hectares d'intervention, ce n'est pas énorme comme surface. 1,1 km de quai. Entre emplois directs et indirects, on va être autour de 2000 emplois et on y reviendra par la suite. Pourquoi? Parce qu'à la fin, je vais vous présenter un peu les projets connexes qui peuvent être drainés par ce projet, quoi. Emin Sdiri et Jade, donc, ils vont nous aider un peu à vous expliquer un peu la composante financière du projet. Merci, Borhen. Donc, je commence tout de suite par une brève présentation de Jade Advisory. On est une boîte spécialisée en conseil stratégique et opérationnel en partenariat public-privé, basée à Tunis avec un bureau à Londres. On est 5 personnes, donc on accompagne le groupement dans l'analyse financière de ce projet. On s'est basé sur des estimations de coûts d'investissement et d'exploitation niveau 5 pour les spécialistes. Donc on est parti pour un ratio dette fonds propres de 70-30. Bien sûr, puisque c'est une offre spontanée, ça ne doit pas engager l'État. Donc on n'a pas prévu une composante subvention, que ce soit pour la partie investissement ou pour la partie exploitation par la suite. Une redevance serait payée, en tout cas on l'a modélisé aux partenaires publics. Un taux de croissance annuel moyen du trafic au port de 4%, un taux d'inflation de 5% et un taux d'intérêt de la dette privée de 6,5% ont été utilisés pour la modélisation financière. Donc on est sur un projet qui génère principalement des recettes portuaires. Vous allez voir les recettes en vert, c'est les recettes portuaires, et en rouge, normalement, c'est les recettes foncières, puisqu'il y a une composante location de foncier. En matière de charges, c'est principalement des charges salariales et des coûts d'exploitation des infrastructures portuaires. Les montants au début du projet, on est un petit peu en dessous de 10 millions d'euros de coûts d'investissement, et à la fin du projet, on avoisine les 70 millions d'euros.
En matière de revenus, on part au début à un peu moins de 50 millions d'euros et au bout de la 30e année, on dépasse les 700 millions d'euros. Le résultat de l'analyse, encore une fois préliminaire, est qu'on aura un TRI du projet de 15%, un peu plus de 15%, et un TRI des fonds propres de 24,73%. Un projet qui devrait être très, très bancable en matière de couverture de la dette. Les ratios pour les spécialistes ADSCR minimum ou minimal est de 2,65. Le ratio de couverture de dette à long terme est de 6,32. Donc, sur la base, en tout cas, des hypothèses utilisées, c'est un projet qui génère suffisamment de revenus, qui a suffisamment de flux pour couvrir les dettes engagées. Donc voilà, sans s'attarder, on passe par suivant. Régis, c'est toi aussi. Oui. Bonjour à tous. Donc moi je suis intervenu au niveau des prévisions de trafic et des inputs en fait qu'on a utilisés pour faire le business model. Alors on est parti. Bon, une des idées de base de ce projet, c'était de trouver une alternative aux ports de Tunis aujourd'hui qui sont engorgés et qui fournissent pas suffisamment de qualité aux compagnies maritimes. Et compte tenu de la position de Bizerte par rapport à Tunis, l'idée d'une alternative pour un trafic Ropax était intéressante. Donc on a commencé en fait sur cette base-là, sur une base Ropax, donc c'est-à-dire des navires ferry qui transportent des voitures et des passagers, ainsi que quelques camions d'ailleurs. Et puis on a étendu ça à d'autres activités qui sont un peu connexes. Une activité RoRo, donc qui consiste à transporter des unités mobiles comme des remorques sans tracteur, non accompagné, tout un tas de matériel agricole qui est roulant. Donc on est dans une manutention horizontale, pas verticale. Donc on n'a pas besoin d'avoir de portique comme un terminal à conteneurs. Tout se fait donc de manière horizontale. Et puis à ça, on a rajouté ensuite une activité car-carrière qui nous a été un petit peu suggérée en fait par un certain nombre de contacts qu'on a eus. On a compris que compte tenu donc des pressions environnementales actuelles et du développement des véhicules électriques en Europe particulièrement, il allait y avoir un besoin très important de stockage, voire de post-manufacturing en fait, pour alimenter le marché européen à partir des constructeurs asiatiques. Et la Tunisie semblait être comment dire, un point une sorte de possibilité de hub pour faire ce stockage, voire éventuellement un petit peu de post-manufacturing. Donc on a pris ça en compte également. Donc une activité de car-carrière. Et enfin, la dernière activité qu'on a rajoutée à la fin, c'est une activité de croisière qui existait d'ailleurs avant à Bizerte, qui a été arrêtée suite aux événements qu'a connu la Tunisie ces derniers temps, mais qui pourrait très bien redémarrer et sans être majeur permettrait d'améliorer encore plus un petit peu le business plan. Donc tout ça a été comment dire évalué en première analyse, une évaluation qu'on a un peu déjà confirmée, mais qu'on va continuer à confirmer notamment demain, puisque demain on réunit en fait les compagnies maritimes et puis tout un tas d'opérateurs. Donc on a pris des hypothèses plutôt prudentes pour l'instant, qu'on a introduit dans le business model,
Et on va essayer de consolider ça, voilà, notamment avec la réunion demain. Merci. Merci Régis. Donc l'organigramme suivant en fait présente la manière avec laquelle en fait on a monté le dossier au départ, parce qu'en fait c'est l'exercice en lui-même de répondre à une offre spontanée qui est, je pense, qui a fait qu'on arrive aujourd'hui à vous présenter cela. En fait, au départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les bureaux d'études et les archis plus des développeurs qui ont porté cette offre spontanée. Donc on est allé voir tout l'écosystème presque du transport qui existe en Tunisie. On leur a dit, voilà, cette opportunité à Bizerte, est-ce que pourrait vous intéresser? Donc ils nous ont fait des lettres de manifestation d'intérêt. Et après, en disant que demain, une fois on obtient l'accord de principe, on revient vers vous. On ne va pas vous engager tout de suite parce que les délais administratifs, on ne sait pas à quoi en tenir souvent. Donc du coup, on a essayé en fait de mâcher le travail pour les investisseurs finalement et de revenir les voir avec un accord de principe, avec quelque chose de concret, de palpable. Et là, on est en pourparlers justement avec l'ensemble de l'écosystème et on l'a ouvert. Par contre, on n'a pas pris que les gens qui ont manifesté leur intérêt au départ. On a dit, tiens, puisqu'on a aujourd'hui un accord de principe et que finalement ces gens-là n'ont pas investi avec nous sur la partie développement, donc on l'a ouvert à tout le monde. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde, d'ailleurs c'est pour ça qu'on organise demain une info-session, justement, pour présenter ça. Vous allez voir l'affiche par la suite, quoi. Et une fois, on définit, le projet sera défini avec l'étude de marché définitive, on va pouvoir passer à l'action par la suite et déposer l'offre finale au gouvernement. Alors ça, c'est le planning du projet. Donc la partie préparation préliminaire, accord de principe, c'est 2021-2022. Demain, donc mi-juin, on organise l'info-session à Bizerte plus la visite du site. D'ailleurs, je profite pour vous dire qu'il y a une personne qui s'appelle Oso ici qui va prendre les noms des gens qui sont intéressés pour la visite de demain. Donc il y a des transports qui sont prévus à partir de 15h pour emmener les gens qui sont intéressés à Bizerte et les ramener par la suite. Donc il y aura une info-session plus la visite du site plus un cocktail également à Bizerte. Donc ça, c'est demain pour l'info-session. On va demander aux partenaires de revenir vers nous avec leur positionnement le mois de juillet, courant le mois de juillet. En septembre, octobre, on va organiser la réunion qui va nous permettre de commencer un peu à engager officiellement les uns et les autres pour qu'en fin d'année, on arrive à avoir la structure de notre SPV qui va, elle, commander les études détaillées pour porter l'offre finale auprès du ministère et auprès de l'OMMP que je salue par leur présence ici, quoi. Alors, des activités connexes, un projet comme ça, et ce qui est intéressant pour la BAD aujourd'hui, la BAD a financé le projet du pont de Bizerte avec la BEI, ce qui est génial. Donc nous, en tant qu'urbanistes, en tant que bureau d'études, on a dessiné un master plan programmatique de la ville de Bizerte à l'horizon 2050. On l'a fait en 2009, dans lequel il y a le tracé du pont. Et donc, on s'est dit, quand il va y avoir le pont, il va y avoir d'autres projets, sinon le pont ne serait pas rentable finalement. Et donc du coup, on a imaginé un ensemble de projets, dont l'Europax. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien aussi voir la VAD très active sur ce projet d'Europax également, à travers l'organisme qui s'occupe du secteur privé. Et là, il y a l'ensemble aussi des projets connexes logistiques qu'on peut avoir. Donc on a évolué le potentiel d'entrepôts logistiques et de zones logistiques qu'on peut imaginer autour du lac de Bizerte, sachant qu'il y a bien sûr Utique, il y a le Grand Tunis également. Et attention, ce n'est pas un projet qui va cannibaliser forcément la capitale ou les entrepôts logistiques de la capitale ou les ports de la capitale. Nous, on vise une augmentation du business en Tunisie à travers la relocalisation en zone Euromed. Et donc forcément, il y aura plus d'activités, donc plus de lignes, donc plus de marchandises et plus d'exports. Donc le but, ce n'est pas forcément de remplacer un pont. Peut-être il y aura au départ, puisque les services sont souvent pas trop appréciés. Et donc du coup, on va certainement au départ cannibaliser une partie, mais nous, on vise des nouvelles lignes avec les opérateurs qu'on ramène chez nous. Donc ça, c'est une première activité connexe. Deuxième activité, c'est l'énergie. C'est un petit clin d'œil pour nos amis qui développent du parc éolien et du parc solaire. Puisqu'on vise une labellisation, donc on va devoir produire notre énergie en ENR à 100%. Bien sûr, il y aura un mixte, mais en tout cas, on va essayer de se payer notre capacité en énergie à travers de l'ENR. Et on fera bien entendu de l'électrification des navires à quai, puisqu'on reste au centre-ville, et c'est un projet également urbain dans lequel il y a un port, je rappelle.
Donc ça, c'est aussi un autre élément qui va pouvoir booster le BP. Bizert aujourd'hui se transforme en hub numérique petit à petit avec la signature du nouveau câble qui a été annoncé par la présidente de l'Europe la semaine dernière à Tunis. Donc on anticipe également parce que sur notre site portuaire et sur l'emprise foncière en dehors du port, on peut imaginer l'accueil de CLS, de Cable Landing Station, et d'un écosystème data center également qui va nous permettre de booster également le business plan. Comme ça, les équipes de Jade et Régis, ils seront contents parce qu'ils auront plus de revenus à afficher. Alors, d'autres aussi activités qui seront créées autour du projet, c'est un programme de mobilité autour de Bizert, qui n'a jamais... Bon, Bizert, c'est quasiment une presqu'île, mais on n'a pas de transport par bateau. Donc, c'est l'occasion de monter un ensemble d'embarcadères et de lancer un programme de mobilité qui va relier le nouveau pont, l'ancien pont, les deux rives du canal, les communes autour du lac. Et c'est un vrai projet de transport et de mobilité propre qu'on pourrait imaginer. On peut passer tout de suite en mode électrique, quoi. Alors, je termine par ce slide. En fait, c'est l'invitation pour l'infosession de demain. Donc, je me répète, c'est pas grave, c'est bien. Donc, demain, vous êtes tous les bienvenus pour l'infosession. Donc, il y a un transport qui sera prévu à 15h au départ de l'hôtel, mais à 15h précise, parce qu'à 16h pile, on a la visite sur site et on enchaîne par la suite avec l'infosession et le cocktail. Et merci pour votre attention et on est à votre disposition pour d'éventuelles questions. Madame Wada, si vous voulez intervenir, ensuite on va prendre quelques questions. Alors, on va prendre quelques questions. Alors, des questions. Vous voulez vous mettre là, s'il vous plaît, que je puisse gérer. Merci. Si vous avez des questions. Je pense qu'on était tellement clair que... Peut-être c'est la fin de la journée aussi. Des questions avant de clore cette présentation? Pas de questions. Alors, on va remercier les panélistes. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Je vous en prie. Et puis, on va surtout remercier Madame Wada pour sa patience, donc d'avoir été avec nous. Voilà, un grand merci à Madame Wada. Et voilà, donc Madame Wada, je vous cède le mot de la fin pour terminer, clore cette présentation qui était très instructive, ces présentations qui étaient très instructives. Thank you so much. Definitely, we have seen 4 case studies that have been presented before you on PPPs. The first one in Saudi Arabia, a water and wastewater project. S'il vous plaît, messieurs qui sont là, s'il vous plaît. Madame Wada est en train de terminer. It is always difficult to do the last because everybody is rushing to close for the day. I know it was a very long day, so we'll keep it really short. But from the 4 case studies that we have presented before you, you have definitely seen, successes, what can be done, lessons that we can learn to improve. There's definitely room to do more. We as your partner, we as your bank, we have the products that can help support our governments, our private sector to participate in PPPs, and it can be win-win. So on that note, I say thank you to all of you for your participation. Thank you. Merci à Madame Wada, merci à vous tous qui avez tenu en haleine donc toute cette journée. De très belles interventions, on a assisté à de très belles interventions. Alors, la première journée de ce forum se termine maintenant. On va se retrouver tout à l'heure dans la bonne humeur et la convivialité à 19h autour d'un cocktail qui vous sera servi dans la salle qui est juste à côté de la piscine couverte, donc à 19h, à partir de 19h, pour un cocktail de réseautage. Et puis demain, à partir de 9h, on se retrouvera avec un panel qui sera modéré par mon cher Slim Zrel, qui est avec nous aujourd'hui, donc autour des expériences finalement et des retours, des recommandations à faire pour sortir avec quelque chose donc, de ce séminaire. Alors merci d'avoir été patient, merci d'avoir été avec nous et à tout à l'heure pendant le cocktail, sinon à demain. Bonne soirée.